Les tentatives étaient de connaître la théorie de l'enclave, surtout avec la théorie de Jacques Lacan, mais il faut admettre que je suis passionné par Winnicott aussi, donc avec patience. Alors, cet obscur objet du bruissement de la langue par Daniel Bonetti, son dernier écrit du juin 2015, m'a donné la chance de repenser à la langue d'un côté qui est pour moi très familial. Il parle de la langue des analysants que quelquefois l'analyste écoute comme un bruit sans signification. Il dit, sauf qu'elle laisse percevoir la langue comment non seulement l'autre, le grand autre du cieux Lacan, est bien le trésor du signifiant, l'évidence structurale qu'aucun être humain ne peut naître en dehors du langage, à commencer par celui de ses plus proches, mais qu'au-delà, dans une dimension beaucoup plus vaste que la sphère familière, il dit, il y a comme un bruit de fond qui n'arrête pas de bruire. Cette pensée est proche à l'idée toujours fondamentale de la topique lacanienne du RSI. Daniel Coren, dans son essai d'explication du Note romaine, nous donne ces mots de Lacan. La triade du réel, du symbolique et de l'imaginaire n'existe que par l'addition de l'imaginaire comme troisième. Et c'est par là que l'espace, en tant que sensible, se trouve réduit à ce minimum de 3 dimensions, soit de son attache au symbolique et au réel, où s'enracine l'imaginaire. Mais en même temps, Lacan insiste de plus en plus sur le caractère réel du nœud. En quoi le nœud est réel? En ce que les trois sont réellement noués, bien que, nuance de taille, le nœud du fait de son écriture se situe dans l'imaginaire. Je pense que le critère du RSI comme les noms du père, suivi par le séminaire sur les symptômes, nous donne une voie pour nouer avec le quatrième ronde les noms du père séparés. Mais si on pense au bruit de fond, à la trinité infernale RSI, comme dit Lacan, et aux symptômes, il faut mettre en rapport cette dimension de langage, de la langue, avec la recherche sur l'enclave proposée par Tamara Landau. Il faut amplifier le regard à propos du triangle mère-père-fils en suivant Lacan déjà dans le sémi-relation d'objets, où il parle de la triade imaginaire, mère, enfant, phallus, en tant que prélude à la mise en jeu de la relation symbolique, laquelle ne s'est fait qu'avec la carte-fonction, celle du père, introduite par la dimension de l'Édipe. Le triangle en lui-même prédipien, dit Lacan. Peut-être que le bundling aussi soit bien plus compliqué que celle du mère-père-fils. On pourrait dire aussi que l'amplification est un instrument pour regarder d'une façon plus microscopique le temps biologique de la reproduction et du développement. En tout ça, en relation avec le temps psychique, qui ne coïncide pas exactement avec le temps chronologique. Les dilatations des temps de l'inconscient semblent contredire la logique temporelle courante, si bien que Freud avait eu la nécessité d'expliquer l'espace et surtout la pluralité des lieux dans les rêves comme une représentation métaphorique du temps. Mais ici, Freud s'occupe du langage onirique qu'il pose en tant qu'intemporel et éminemment spatial dans le rêve. Toutefois, si on y pense en tant que fait établi réel, la catégorie du temps existe et agit dans l'état d'éveil, mais l'inconscience agit aussi. Il suffit de penser simplement au refoulement et aux symptômes. Le refoulement débarrasse le temps immédiat de ce qui est arrivé. Les symptômes se placent en tant que survenance dans le temps présent. C'est-à-dire que l'inconscient coexiste avec l'état de conscience, à moins qu'on fasse une scission entre pensée logique, perceptive et consciente et automatisme inconsciente. La topique freudienne nous donne une première indication, au moyen d'une position spatiale, qui nous permettent d'établir une distinction et de donner un nom à des phénomènes interconnectés.
Il reste que la deuxième topique de Freud pose l'ess corporel comme origine des instants psychiques. Le saut de Lacan est une sortie de la table rase de l'ess inconscient qui va devenir moi, parce qu'il pose une troisième topique bien plus compliquée qui introduit l'inévitabilité du réel, de l'extérieur, du mot qui préexiste à l'ess. On peut dire que l'ess prend naissance avec l'encombrement de l'autre qui, en tant que signifiant indicible et irréductible, amènera l'ess à transiger avec les mots qu'on ira s'échanger les uns les autres. Et alors, comme il est possible que les phénomènes de la langue, avant d'être formulés comme une chaîne de mots ou de signifiants, puissent avoir une influence primordiale au niveau fœtal? À côté, on peut rappeler la formation d'une partie du cerveau qui est préparée à reconnaître des combinaisons syntactiques des phonèmes qui rendent formulées les combinaisons que nous appelons mots. C'est-à-dire que pendant la grossesse, les phonèmes que le fœtus écoute touchent son corps en formation et stimulent son système nerveux. Il y a déjà une certitude que l'odorat se développe pendant la grossesse et que la liaison entre le nerf olfactif et le système nerveux est très directe et pas très différent du parcours nerveux acoustique qui est très précoce aussi. On peut donc formuler l'hypothèse qu'à côté du bruit de fond qui n'arrête pas de bruire, il y a plusieurs tempes qui traversent les modifications perceptives du fœtus qui semblent comme des passages ou, je dis, des protocostrations, en hommage à Françoise Dolto. De l'autre côté, la mère parle et pense en suivant la langue. Il y a une langue symbolique qui suit les noms du père, une langue imaginaire qui suit les désirs des parents, une langue réelle qui n'y a pas de signification au dehors du corps perceptif fœtal et du corps maternel. Je connais des psychanalystes italiens qui suivent la grossesse des analysants avec une extrême attention à l'utilisation de la voix pendant les séances, longtemps avant l'accouchement, et sont très intéressés à la théorisation de Tamara. Pour revenir à Lacan, nous pouvons faire l'hypothèse que les signifiants sont déjà allumés dans le fœtus en tant que trace mnésique primordiale grâce à la langue acoustique qui est réglée au dehors par la langue de l'autre, indifféremment qu'il dit langue du père ou de la mère. Mais il faut parler aussi des objets psychiques et des identifications qui sont toujours des agents dans notre vie. Et Lacan nomme Winnicott à propos des objets transitionnels. Il dit, Lacan, mi-réel, mi-irréel, auquel l'enfant tient par une espèce d'accrochage. Winnicott voit très bien la relation terminale de ces objets avec les fétiches, qu'il a tort d'appeler fétiches primitives, mais qui est en effet l'origine. Ce sont les mots de Lacan. Bref, le monde institué par des îles britanniques indique à chacun qu'il y a le droit d'être fou, à condition de rester fou séparément. C'est là que commençait la folie, si l'on voulait imposer sa folie privée à l'ensemble des sujets, constituer chacun dans une sorte de nomadisme, chacun dans une sorte de... Alors, c'est là que commençait la folie, je l'ai dit et maintenant je le suis. Constituer chacun d'un vouloir imposer la folie privée à l'ensemble des sujets, constituer chacun dans une sorte de nomadisme de l'objet transitionnel. Winnicott n'a pas tort, c'est bien au milieu de cela que se situe la vie. Comment organiser le reste s'il n'y a pas cela? Cette intuition de la folie comme nomadisme de l'objet transitionnel qui s'étendent est très significatif. Alors, cette intuition du nomadisme est très explicative du rôle maternel que nous remarquons dans presque chaque cas clinique d'enclavage.
où la mère n'est pas capable de supporter la douleur et de la différence entre les objets psychiques qu'elle transforme en objets matériels pour revenir à son point de départ. C'est drôle que l'objet soit imaginé par la mère de l'anorexique ou de la boulimique en tant qu'objet matériel nié, alors que la mère est en train de dénier les objets psychiques. On peut bien lire la dynamique en suivant Winnicott, mais il faut penser à l'objet psychique phallus qui la compose en tant que signifiant de signifiant grâce à sa formalisation de la catégorie des objets empruntés par Mélanie Klein et par l'exemple du pendant anglais. Et tout ça marche après l'accouchement. Mais il faut penser à la coexistence de plusieurs dimensions de l'inconscient, de plusieurs niveaux de temporalité, de plusieurs mi-réels et mi-réels qui se mêlent avant la naissance. La composition triadique mère-enfant phallus ne suffit pas à intégrer les refoulements originaires que la grossesse rappelle du côté phylogénétique. Freud nous rappelle l'angoisse, et Lacan dans son 10e séminaire aussi. Inhibition, symptômes et angoisse sont dans notre entourage. La recherche de Tamara Landau nous donne une chance de reconnaître l'université de l'angoisse et une façon de partager l'angoisse de la solitude à travers la langue parlée. Ici, je vous donne de petits exemples d'enclavage pour vous faire voir comme j'ai trouvé des suggestions avec 2 patients. La première est une anorexique, le deuxième, quelqu'un dit qu'il est en borderline, comme on dit aujourd'hui, quelqu'un dit qu'il a un côté psychotique, mais vous pouvez entendre quelque chose par ces mots ici. Alors, la mère de Valéria me téléphone pour un rendez-vous avec sa fille, qui semble troublée par le deuil de la mort de son père, qui est décédé presque 2 ans avant. Elle me dit que sa fille avait eu une période de difficulté alimentaire à 14 ans, mais maintenant, elle paraît déprimée. Valéria a 20 ans lorsqu'elle vient chez moi et je suis frappé par sa silhouette, par sa beauté qui me rappelle la naissance de Vénus de Botticelli. Elle est danseuse, elle est très, très, très belle. Elle est danseuse. Elle se plaint de son professeur de danse qui ne la voit et qui est incapable de lui donner des conseils pour améliorer ses défauts. Je vois un petit tatouage avec le chiffre romain sur son pouce et quelques mois après, elle me dira que c'est la date de la mort de son père. C'est un secret qu'elle avait partagé seulement avec son prof de mathématiques qui était le seul à avoir compris qu'elle était anorexique. J'ai remarqué la date de la mort de son père, que la date de la mort de son père était la même que celle de ma fête. Et que par hasard, je connaissais son prof de maths qui était un bon ami de mon beau-frère. Donc, j'ai pensé que j'avais une certaine familiarité avec les hommes de sa famille, comme si son désir d'avoir des relations avec le monde paternel m'avait accru mon contre-transfert. Ainsi, il y avait d'un côté mon transfert paternel qui pouvait produire un symptôme édipiant dans l'analyse, et de l'autre côté les trous et les silences indicibles de son anorexie qu'elle laissait paraître par des coupures avec les lames du cutter sur ses bras. Pour Valéria, la chose plus importante était la conscience d'être à la recherche de quelque chose sans savoir de quoi. Tout était dans le vide. Elle me disait que sa mère faisait toujours une sorte de check-up sur ses repas, sur l'expression du visage, l'humour, etc. Après quelques mois, nous avons pu parler maternelle qui nous devions distinguer de sa mère réelle. Et Valéria reconnaît que son surmoi est un double de celui de sa mère et que son idéal ne retrouve pas de coïncidence avec son désir. Mais le désir n'est pas reconnu par sa mère. Valéria commence à trouver un lieu de reconnaissance dans les sciences analytiques, mais elle n'est pas capable de supporter, dit-elle, ni sa maison ni sa mère. Elle avait comme une sensation d'être étrangère, totalement vide, que les autres regardent sans la voir. Enfin,
elle commence à penser d'où vient la loi de sa mère. Et voilà la grand-mère maternelle qui fait son apparition. Sa mère a la même loi que la grand-mère, et Valéria a la sensation que c'est une loi du supposé savoir et du supposé devoir. Tout ce que sa mère disait, c'était la vérité réelle, une réalité matérielle. Et voilà que nous retrouvons l'arbre renversé. L'exemple suivant est un jeune homme qui vient en analyse chez moi depuis 2 ans avec une fréquence de 3 séances par semaine. Au début, il était très critique envers les psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, et il ne savait rien de la psychanalyse. Il me disait qu'il était déprimé, qu'il avait une sorte de scission en 2 parties. Une partie rationnelle, il disait rationnelle, qui reconnaît son malaise, et une partie malade qui disait une autre vérité, bien plus forte. Quelques mois après le début de notre travail analytique, sa mère vient me voir sans s'annoncer et me donne une lettre en criant très fort que son fils était violent et fou et qu'elle était sûre qu'il ne me disait pas la vérité. Je lui dis que Jean-Luc m'a parlé de sa violence et qu'il ne m'a pas dit de mensonges. Et je lui dis, de toute façon, tout ce qui se passe entre moi et Jean-Luc est un secret. Par contre, si vous voulez, nous pouvons garder secrète notre rencontre d'aujourd'hui. Mais si vous vous sentez en danger, vous pourrez me consulter par téléphone. C'est intéressant que le secret avec elle a été maintenu. Pas longtemps après, Jean-Luc me parle de son jeu sexuel. Il se provoque des érections en se regardant nu dans le miroir, en touchant le miroir avec son pénis. Il veut savoir si ça veut dire qu'il est homosexuel. Le symptôme est très intéressant pour plusieurs raisons. 1. L'image dans le miroir est renforcée par un contact physique. 2. Il y a la recherche d'un autre qui est absent ou qui est vide. 3. Il n'y a pas une personne réfléchie dans le miroir, mais simplement un redoublant de soi-même. 4. L'auto-érotisme est mis en rapport à une relation avec un identique, donc du même sexe, un sexe pour 2. L'étape suivante a été la rencontre avec une jeune fille dont il ne comprenait pas le désir de jouissance, car il avait peur de ne pas être capable de donner du plaisir ou de l'éprouver, ni de pouvoir le recevoir de l'autre. Ici, on peut bien comprendre la fusion mère-fils qui dénie l'existence d'un autre. Donc, en suivant le triangle lacanien, mère, enfant, phallus, on peut lire une diade, infusion mère, enfant, phallus, qui Tamara retrouve dans l'enclave. Tout l'entourage de ce jeune homme aussi, donc, confirmation d'une liaison intergénérationnelle qui pose la loi de l'arbre renversé en tant qu'invariance. Et encore, on peut voir d'un côté la dévaluation ou la disparition de la figure du père, de l'autre côté la stéréotypie de l'autorité paternelle ou le fonctionnement automatique des agissements du père qui est resté un fils enclavé lui-même. Donc je trouve intéressant que c'est le père enclavé qui donne une partie dans l'arbre enclavé produit par la grand-mère, etc. Et voilà des exemples de forclusion du nom du père où on pourrait dire que le remplacement du nom du père a été opéré par un mythologème. J'utilise le terme de Carole Kereny, qui était un grand étudiant de mythes, collective, produit par des mères sans mari ou compagnon qui se soient individuées. C'est tout.